Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans l'actualité du 6 avril et vous allez voir que j'ai amélioré mon système et que maintenant je suis capable de vous partager les actualités de manière plus simple. Allez, on va commencer tout de suite avec la première actualité qui vient du journal Le Monde. Ça a été rédigé sur le MAG. Et donc, dans l'idée, quand les tirés trahissent l'usage de ChatGPT, il n'y a même pas d'effort de retirer le tiret cadrantin. Effectivement, le tiret cadrantin, c'est le tiret qui est au milieu, qui est un peu plus long que la touche numéro 6 sur votre clavier. Et on est en train d'entrer dans une nouvelle phase de l'intelligence artificielle. Pas celle de la performance, pas celle du prompt, mais celle des détections sociales. C'est-à-dire que tout le monde utilise l'intelligence artificielle générative et maintenant, les gens essaient de cacher qu'ils l'utilisent. Donc aujourd'hui, un tiret peut suffire à vous griller. Donc les faits, l'article a été rédigé dans la chronique publiée dans M le Mag le 4 avril 2026. La journaliste, c'est Guillemette Faure. Elle part d'un détail simple et apparent, voire anodin. L'usage du tiret cadrantin dans le texte vous permet de savoir qui utilise ChatGPT. Donc pourquoi il est utilisé massivement dans ChatGPT? C'est tout à fait normal. D'abord, rarement utilisé spontanément par des humains. Ce tiret-là, c'est une forme de langage de l'intelligence artificielle générative. Un tweet attribué à Sébastien Lecornu, Premier ministre, repéré par ces tirets longs, accusé par certains d'avoir généré par l'IA. Donc là, c'est assez drôle parce que maintenant que les politiques publiques s'en saisissent, on va se retrouver avec des gens qui utilisent le tiret cadratin, qui vont être mis sur le pilori parce qu'ils utiliseraient l'intelligence artificielle générative. Donc, on va se retrouver avec un nouveau réflexe collectif, une forme de police de texte d'intelligence artificielle et des signes typographiques qui vont devenir des marqueurs, des preuves qu'on utilise l'intelligence artificielle générative. Donc, ces patterns de lecture, les gens les traquent, cherchent des tells, entre guillemets, et veulent distinguer humain vs IA. Ce que personne ne voit. Le sujet n'est pas du tout les tirer, le sujet, c'est qu'on est en train de bousculer le problème technique et un problème social. Avant, comment on utilisait l'intelligence artificielle? Maintenant, c'est comment cacher qu'on utilise l'intelligence artificielle. Comment prouver qu'on ne l'utilise pas. Et là, on va se retrouver dans un monde avec un double paradigme, c'est-à-dire qui utilise l'IA, qui ne l'utilise pas. Alors, si l'IA devient visible, elle est donc suspecte. Plus l'IA est performante et plus elle va disparaître dans les usages. Et donc, on développe des termes, on va développer des manières de lire le texte pour s'assurer que les personnes n'utilisent pas l'IA. Tiret, emoji, des listes à points, un ton propre. C'est exactement le même phénomène que les faux positifs pour les détecteurs de l'intelligence artificielle ou les accusations de plagiat infondées. Quand tout le monde peut écrire correctement devient suspect. Et vous allez voir que ça va devenir très drôle d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années. En fait, les gens vont faire volontairement des fautes d'orthographe pour montrer cette forme d'authenticité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les intelligences artificielles génératives vont faire de même. On insiste donc à une inversion de la valeur, c'est-à-dire que la qualité n'est plus un signal faible de compétences humaines, mais l'authenticité, la volonté de rester soi-même va devenir un marqueur fort. Le vrai sujet, c'est la perte de traçabilité du travail. Dans ton univers, donc ton entreprise ou ton organisation, c'est central. Les dirigeants ne s'inquiètent pas des tirés, ils s'inquiètent qui a réellement produit ce livrable, quelle est la part de l'IA, peut-on vraiment faire confiance aux résultats, et surtout, petit tips en plus que je vous donne, la seule manière de savoir si l'humain a vraiment fait ce travail-là, ce sera de lui donner soit un crayon et une feuille, soit de l'interroger à l'oral sans s'appuyer sur les textes écrits. C'est comme ça qu'on va savoir si la personne est compétente et qu'elle maîtrise le sujet. Bref, la disparition de la frontière entre production humaine et assistée est assez floue et on entre dans l'ère du travail augmenté non traçable. On va se retrouver avec 4 tensions majeures dans ce cadre-là. Toujours pareil, c'est issu de cet article et de mon analyse. On va se retrouver avec une évolution des compétences des salariés,
La responsabilité des contenus, très important de mettre en place la charte d'usage de l'IA, la propriété intellectuelle et la confiance dans les équipes. Le management va devenir un enjeu central pour l'ensemble des entreprises qui utilisent l'IA. Le débat entre tirer égale ChatGPT est ridicule, mais il révèle une angoisse extrême et sérieuse, c'est-à-dire qu'on se trompe complètement de combat. Aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est pas les gens qui utilisent ChatGPT sans le savoir. Le vrai problème, c'est qu'on n'a aucun modèle clair pour intégrer l'IA dans son travail. J'espère que ce format vous plaît parce que je vais essayer de ritualiser toutes les semaines. Tac, je reviens là-dessus. Oui, non. Ok, c'est pas ça. Tac, je me bats avec mon ordinateur. Vous inquiétez pas. Nouvelle scène, vue après. Hop. Est-ce que c'est mieux? Voilà, on va faire comme ça. Donc, toutes les semaines, je vais ritualiser ma revue de presse. Je vais prendre 10 sujets qui m'intéressent sur l'IA et je vais pousser vraiment ce que j'en pense. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que je pense que l'actualité mérite d'être analysée avec un peu de recul. Et pour moi, le véritable enjeu, ce sont les organisations. C'est comment on va intégrer collectivement l'IA dans nos entreprises, dans nos organisations. Donc, arrêtez de traquer et d'étirer. On verra la manière dont c'est utilisé dans le temps, mais on va devoir gérer une chose simple, des équipes hybrides humains plus IA, des productions impossibles à attribuer à l'humain. Et donc là, il va y avoir un vrai enjeu de l'oral et de l'intelligence collective et une redéfinition complète du travail intellectuel. Donc finalement, le sujet n'est pas la typographie, elle est politique, organisationnelle et stratégique à l'ère de l'IA. Deuxième sujet. Alors, voilà, c'est mieux. Et là, c'est n'importe quoi. Hop, attendez, je vais supprimer les trucs qui servent à rien. Alors, j'apprends à utiliser StreamYard de manière de plus en plus poussée. Hop. Ajouter sur la scène. Et ça, je vais le supprimer au fur et à mesure. Voilà. Allez, OpenClaw. OpenClaw fait basculer l'IA dans une nouvelle ère. On a passé 2 ans à apprendre à parler à ChatGPT et maintenant on est dans une nouvelle phase. Demander à l'IA d'agir à notre place. Et ça change tout. Cet article du Figaro, qui est daté du 3 avril 2026 par la journaliste Ingrid Vergara, met en lumière un nouveau phénomène. OpenClaw, une plateforme open source créée par un développeur autrichien. Sa promesse, créer des agents IA capables d'exécuter des tâches complètes à ta place. Réserver un voyage, commander un Uber, faire des courses, payer une facture, organiser une livraison, naviguer sur Internet. Bref, il est capable de tout faire à partir de votre ordinateur. On peut piloter le tout par WhatsApp, Slack, etc. Il faut juste créer un déclencheur, c'est-à-dire d'envoyer un message pour déclencher OpenClaw. Et à partir de là, cet agent est capable d'accéder à tes comptes, tes applications, tes données à Internet pour travailler. Nvidia, quelqu'un de Nvidia a dit que c'était le prochain ChatGPT. D'ailleurs, pour sûr que c'est le prochain ChatGPT, il a été racheté par OpenAI, l'éditeur de ChatGPT. Je crois que le développeur, il a touché plus d'1 milliard d'euros pour intégrer les équipes de ChatGPT. En gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les agents IA sont en train d'arriver. Ça va tout automatiser et plein de tâches. Et dans l'idée, si les agents IA arrivent, c'est donc pour gagner du temps, de la productivité et surtout avoir un assistant personnel qui exécute des tâches sans ton consentement. Et ça, je dis bien ce mot-là exprès parce que ce que personne ne voit, c'est que le sujet n'est pas l'automatisation. Le sujet, ça va être le transfert d'action sans contrôle. Une IA, c'est un outil, je fais, elle m'aide. On va passer à de l'IA générative, elle l'exécute, je demande et elle fait. Et ça, c'est vraiment une idée importante à comprendre. À l'ère des agents IA, on n'est plus capable de contrôler ce qu'elle fait. Donc, on quitte bien l'ère de copilote pour entrer dans l'ère de la délégation, ce qu'on appelle l'ère délégataire. ChatGPT en copiloté, c'était notre assistant au quotidien. OpenClaw devient un opérateur. C'est une rupture fondamentale dans la compréhension de l'intelligence artificielle. Avant, tu restais dans la boucle, c'est-à-dire que tu conversais dans ton IA générative. Maintenant, tu délègues l'exécution complète.
C'est la différence entre écrire un email avec l'aide de l'intelligence artificielle, ChatGPT, Gemini, Copilot, le chat de Mistral, et maintenant, on va laisser une IA gérer tes relations clients entières. Elle va décider elle-même de relancer, elle va décider de scraper elle-même sur LinkedIn les informations dont elle a besoin pour améliorer le message, etc. C'est une vraie rupture. Le vrai produit, ce n'est pas l'IA, c'est l'accès. Vous allez voir qu'on est en train de passer d'un monde de prompting à un monde de contexte. Et plus on va ouvrir, grâce au MCP et d'autres outils, les données, et plus l'IA va être une forme d'intelligence qui va être capable de travailler à votre place. C'est pour ça qu'à l'ère de délégataire, l'IA devient un agent IA qui est de plus en plus puissant et qui peut devenir dangereux. Donc, ce que dit l'article, entre les lignes, c'est que l'agent agit à condition d'avoir tes identifiants. C'est-à-dire qu'il faut que tu donnes accès à tous tes comptes, tes outils, à ton argent pour qu'il puisse travailler. On bascule vers une économie de l'IA branchée sur tes systèmes personnels, ta banque, ton ordinateur, etc. On est donc en train de créer des employés logiciels et c'est ça le vrai sujet. OpenClone, ce n'est pas un assistant, c'est un employé numérique autonome capable de prendre des décisions simples, d'exécuter des workflows, d'enchaîner des actions. Et ça, pour une entreprise, ça veut dire que chaque tâche opérationnelle devient remplaçable. Le problème n'est donc pas technique, le problème est organisationnel. Tout le monde regarde, waouh, OpenClaw est capable de réserver mon Uber, alors que personne ne regarde qui est responsable si ça se trompe, qui doit valider l'action, quel niveau d'autonomie en autorise. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Il y a de plus en plus d'entreprises et de particuliers qui ont des problèmes avec ces agents-là. Un, ça leur coûte énormément de tokens à faire tourner. Et si ce n'est pas des tokens pour les faire tourner sur des serveurs hébergés je ne sais où, ça va être un problème d'autorisation et d'accès à l'ensemble des données de son ordinateur et de ses comptes bancaires, par exemple. Et donc, c'est ce qu'on voit chez certains clients. Usage IA individuel à partir d'assistants IA type ChatGPT, ça va, ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Zéro cadre, zéro gouvernance, et donc du coup, on ouvre donc une boîte noire avec des risques massifs parce qu'on ne contrôle rien du tout. Que ce soit un ChatGPT mal paramétré, que ce soit OpenClaw, pour que ça marche, il faut donner accès à des données fiabilisées, il faut donner accès à ses comptes, il faut donner accès à ses paiements ou la comptabilité, et il faut donner accès à des données sensibles de ce fait. Donc, mécaniquement, on crée une surface de risque énorme pour de la fraude, des erreurs automatisées, des dépendances totales, des pertes de contrôle et même des portes d'entrée pour les hackers. Le vrai changement, ça va être la disparition de l'interface. Aujourd'hui, on utilise des apps. Demain, on va donner une instruction à partir de son téléphone. L'IA va naviguer dans les apps pour toi. Et donc, l'interface devient invisible. L'agent IA devient le point d'entrée unique pour exécuter des tâches dans une ère délégataire. C'est exactement les niveaux de rupture qu'a apporté ChatGPT en 2022. Ce que j'en pense personnellement, on surestime complètement la technologie et on sous-estime totalement le shift. C'est-à-dire, le shift, c'est le pivot. Le sujet n'est pas, c'est impressionnant ce que ça peut faire, je vais donner accès à mon ordinateur. Le sujet, c'est on est en train de redéfinir qui fait le travail. Et ça va être un vrai problème d'ici 2030. C'est comment on exécute le travail dans les entreprises, comment collectivement on définit une stratégie et une vision commune. Et donc, la vision que je dois donner, pour moi, les entreprises qui vont gagner ne seront pas celles qui testent des agents en mode gadget, mais celles qui sont capables d'automatiser 2 ou 3 tâches. Mais et vraiment, déjà, si elles arrivent à faire ça, elles vont devenir meilleures que la plupart du marché. Par contre, les entreprises qui vont être capables de comprendre que les agents IA, c'est une nouvelle couche opérationnelle, elles vont être capables de redéfinir des rôles, de structurer les délégations, d'encadrer les usages et de piloter la performance des agents. Et donc ça va changer la manière de travailler et ça va changer la manière d'intégrer la transformation digitale dans les entreprises. ChatGPT a changé la manière de produire, OpenClaw, et les agents vont tout changer sur la manière d'exécuter. Et derrière ça, le management, l'organisation, la responsabilité, la productivité va évoluer. Tout est en train de bouger.
On va passer à un petit sujet d'actualité. Je ne sais pas si vous connaissez Friand.com, le collier IA enregistrant les conversations repoussées dans l'Union européenne. Ça a été fait avec le Figaro et l'AFP. En gros, qu'est-ce qui se passe? On est en train de parler de l'IA comme un assistant au quotidien. Et là, on commence à voir autre chose. Une IA qui ne se contente plus de répondre, mais qui écoute en permanence le réel. Et ça, l'Europe dit non. Alors, c'est quoi la grande différence par rapport, par exemple, j'ai oublié évidemment le nom du boîtier, le petit boîtier qu'on met derrière son téléphone, ça va me revenir tout à l'heure. Hop, je vais quand même chercher sur Internet parce que ce serait dommage de ne pas vous donner le nom. Tac, 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 tac. Évidemment, je ne vais pas le retrouver. Hop, tac, 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 tac. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est horrible. Euh, incroyable. J'ai réussi à oublier le nom. Eh ben, vous me le direz dans les commentaires. J'ai totalement oublié son nom et j'arrive pas à le retrouver avec le truc. Je vais taper un dernier mot, hardware. Ok. Eh ben, tout ce que je peux vous dire, c'est une catastrophe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Apple a bien travaillé pour masquer la concurrence. Il y a des centaines de milliers d'articles sur Apple Intelligence quand je tape assistant IA hardware iPhone, mais je trouve pas ce que je veux. Tac. C'est fou. Eh ben, je passe à la suite, hein. Tant pis, vous me le direz dans le chat. Là, ça va me frustrer. Donc, dans l'article publié le 5 avril par le Figaro de Avi Shuman, pardon, c'est un article sur le collier IA controversé de la startup américaine de Avi Shuman. Il ne sera pas commercialisé en Union européenne parce qu'il ne respecte pas du tout le RGPD. Le produit avait déjà été fortement attiré l'attention à Paris via une campagne d'affichage métro que vous pouvez voir sur l'écran actuellement. Et donc là, le produit, son principe, il est simple. C'est un pendentif qui permet d'écouter les conversations puis de répondre via un smartphone grâce à l'IA de Google Gemini. Or, ça, c'est totalement interdit par l'Union européenne. Donc, c'était au prix de 113 € en Union européenne. Il y a déjà 3000 exemplaires qui ont été vendus aux États-Unis. Donc, l'idée de l'article, il est simple, hein, c'est que encore une innovation IA bloquée par la réglementation européenne. Les Américains innovent, l'Europe freine, le RGPD ralentit tout. C'est la lecture paresseuse. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir. Sauf que ce que personne n'a vu, c'est que ce collier, même s'il est un peu creepy, va contribuer à ce que certaines personnes forment d'IA rendent le consentement pratiquement impossible. Je répète. Certaines formes d'IA rendent le consentement pratiquement impossible. C'est-à-dire que maintenant, on a des applications, on a des colliers, on a des cartes qui sont greffées au téléphone, on a des lunettes connectées, etc. Et en gros, tout autour de nous, on a de l'IA qui enregistre. Et donc, elle collecte massivement celles des gens qui parlent, celles des gens qui sont près de toi, celles des contextes entiers qui n'ont jamais été acceptés avant d'être intégrés dans la boucle algorithmique, comme tes problèmes de santé, comme tes conversations avec ton partenaire ou ta partenaire. Et donc ça pose un vrai problème parce qu'on passe de l'IA consultée à l'IA portée sur soi. Et donc ChatGPT, tu l'ouvres, tu exécutes. Avec Friends, tu le portes. Et ça fait la différence immense. Avant, on devait avoir une interaction volontaire, c'est ce qu'on appelle un input. Il fallait que je déclenche ChatGPT en mettant une commande. C'était un usage ponctuel, un contexte maîtrisé. Maintenant, sa présence est partout. La captation est diffuse et la frontière floue entre vie privée et traitement algorithmique. Le sujet dans ce cas-là, c'est plus que c'est technique. On se retrouve avec une IA embarquée dans la vie quotidienne. Et le problème n'est pas la donnée personnelle, c'est la donnée relationnelle. Ta manière dont tu vas te comporter socialement avec des outils et des instruments que tu portes sur toi. Et ça, c'est pas anodin.
On va se retrouver vraiment dans le monde de la série sur Netflix euh, c'est incroyable, j'ai oublié tous les noms dans ma revue de presse. C'était c'est incroyable. Ah, alors ça, vous voyez, c'est les aléas du direct. Euh, euh, en fait, j'oublie tout ce que je fais, tout ce que j'avais en tête, parce que en fait, euh, je prépare ma revue de presse et avec le stress, etc., j'oublie quoi. Donc, je vais essayer de retrouver la série. C'est Black Mirror. Ça y est, j'ai retrouvé. Autant l'autre truc, j'ai pas retrouvé sur le téléphone où c'est la taille d'une carte bancaire qui enregistre tout. Autant là, je me rappelle de la série Black Mirror. Donc, Black Mirror, en fait, c'est vraiment ça. C'est une dystopie où, en fait, la relation sociale, elle est instrumentalisée par les réseaux sociaux ou l'IA. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des éléments que personne n'est censé savoir, comme le contexte, l'intimité, le non-verbal implicite, la parole située, etc. Et ça, c'est un premier lien du lien social. Et si l'IA est capable de capter tout ça, ça va vous poser un vrai problème. Non seulement les IA vont accélérer, être de plus en plus puissantes, mais en plus, on va être épié partout. Et ça pose un vrai problème pour l'humanité. Euh, le RGPD, si on en parle, le RGPD, c'est pas un détail anodin. Le RGPD, c'est une limite civilisationnelle. Civilisationnelle. D'accord? C'est quelque chose d'important. L'Europe n'a pas seulement en train de réguler un produit, elle est en train de dire quelque chose et c'est important de comprendre que la civilisation qu'on veut demain, c'est pas d'être épié partout par des robots, des caméras ou des IA qui nous enregistrent. Donc la question c'est, acceptons-nous que des objets qui transforment toute interaction humaine en matière exploitable par une IA doit être accepté en Europe ou dans le reste du monde. Et on va se retrouver dans un débat en permanence dans les prochaines années, commodité vs consentement. Par exemple, commodité, quand vous faites vos réunions et que vous enregistrez la réunion avec votre IA sans le consentement des personnes qui sont impliquées dans la réunion, ça va poser un problème. Et donc, c'est un enjeu de traçabilité et gage de transparence pour votre entreprise et pour vous-même en tant que citoyen, d'éviter cette dystopie à la Black Mirror. Tac, je retire du studio et on peut passer à la suite. Alors, on parle souvent d'IA comme un outil de productivité, mais ici on va voir autre chose, quelque chose qui fait un peu plus peur, quelque chose qui fait un peu plus peur et qui est en lien avec l'actualité, en lien avec l'Iran. Donc, si OK, voilà, c'est mieux ce format, je préfère ce format. On va parler maintenant d'un sujet qui est très préoccupant. Des entreprises chinoises traquent en ligne les forces américaines au Moyen-Orient, notamment en Iran. Et ça, tout autour d'ailleurs, hein, tout autour du Moyen-Orient, dans toutes les bases, etc., jusqu'en Afrique. Donc ça, c'est un article qui a été publié dans le Parisien aujourd'hui même, le 6 avril, par Julie Bernichamp, qui explique une situation sur une enquête du Washington Post que des entreprises chinoises exploitent des images satellites, des données de vol, des navigations accessibles en ligne, ainsi que de l'IA pour suivre et diffuser des informations sur les mouvements américains. Donc en gros, on fait quoi? On fait du big data avec de l'intelligence artificielle, ce qui va permettre de traiter de manière plus rapide et de manière plus efficace avec des données publiques et des données de l'armée chinoise pour traquer tous les véhicules et tous les moyens militaires américains dans la zone de guerre. Donc la lecture immédiate qu'on peut en faire, c'est que si les autorités chinoises espionnent les Américains grâce à l'IA, rassurez-vous, les Américains font de même. C'est encore trop court et c'est encore trop péjoratif de présenter les choses comme ça. En fait, on se retrouve sur un véritable sujet qui est à la fois intéressant et à la fois dangereux. C'est l'open source intelligence dopée à l'IA, donc l'intelligence économique, l'intelligence stratégique. Tous les données peuvent être exploitées maintenant par l'IA. Et ça change le coût, ça change la vitesse et ça change l'échelle de renseignement. Avant, pour produire ce type d'analyse, il fallait des moyens étatiques, du temps des analystes et une vraie infrastructure de renseignement. Aujourd'hui, une entreprise privée ou des citoyens peuvent agréger imagerie commerciale, données de trafic aérien, données maritimes, signaux publics, modèles d'analyse
et fabrique une lecture opérationnelle quasi militaire. C'est précisément le mouvement décrit dans l'enquête citée par Le Parisien. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur Twitter ou autre. Alors moi, je regarde pas Twitter, c'est plutôt Instagram ma source pour l'instant. On va se retrouver avec des personnes qui sont capables de créer en vibe coding des interfaces qui sont capables de lire toute la documentation accessible publique pour suivre par exemple l'armée américaine. Comme les Chinois finalement. Sauf que les Chinois, ils ont des satellites et donc leurs données sont mieux fiabilisées. Donc à partir de là, on se retrouve avec des informations qui étaient une rareté, qui avaient de la valeur. Ce n'est plus une donnée. Maintenant, la rareté devient la capacité à fusionner les données intelligemment. Donc la guerre informationnelle devient industrielle. Et donc là, c'est vraiment le problème, c'est qu'à l'ère de l'IA, ça va aller de plus en plus vite. On va avoir de contenu de plus en plus produit par l'IA. C'est pour ça que je me permets de lancer maintenant l'actu IA et le décryptage éducation IA, parce que tout simplement, plus vous verrez ma tête en vrai avec moins d'IA, et potentiellement, en tout cas c'est mon pari, moins vous zapperez sur Instagram ou YouTube. Donc pour revenir à l'article, la logique était simple, c'était État contre État. On était donc dans une logique écosystème civil technologique au service d'un avantage stratégique. Et là, c'est un changement énorme. On va se retrouver entre la frontière entre civil et militaire qui s'effondre. Les briques mobilisées sont civiles, satellites commerciaux, plateformes de suivi, IA d'analyse, réseaux sociaux, diffusion virale. Mais l'usage final est militaire, voire quasi militaire pour certaines choses. Le Washington Post présente Cepium comme des sociétés privées parfois liées à l'armée populaire de libération dans le cadre plus large et stratégique chinois de fusion civilo-militaire. Et là, c'est là que le problème, le cœur du problème est là. L'IA ne crée pas de l'information, elle rend exploitable ce qui dormait déjà. Donc ça, c'est très intéressant sur ce point de vue-là, hein, pas pour les Chinois, pas pour les Américains, mais l'IA va permettre de traiter encore plus de données et va être capable de définir des patterns différents que des logiciels classiques pourraient faire. Plus de sens extrait plus vite à partir du bruit ambiant de la donnée, du bruit public. Et le secret opérationnel devient beaucoup plus difficile à maintenir. Donc ça, c'est toujours le Washington Post qui estime que ses capacités compilent la dissimulation de mouvements militaires. D'autres jugent que ces prestations sont moins performantes qu'elles ne le prétendent. Donc en gros, on arrive à un point où en fait la donnée coûte moins cher, elle est moins fiable, mais elle permet d'avoir une vision et une analyse plus rapide. Et donc en fait, c'est le bénéfice-risque. Et donc on va se retrouver avec des éléments de plus en plus complexes, avec des IA qui vont s'améliorer dans le temps, qui vont être capables de traiter de plus en plus de données et de fiabiliser les données. Et donc, ces entreprises survendent partiellement leur puissance. L'effet stratégique existe déjà. La pression informationnelle, la réduction de l'opacité, l'augmentation des coûts de camouflage, possibilité d'aide à des partenaires sans implication directe assumée. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? La géopolitique internationale évolue. Les manières de penser la stratégie et de camoufler ces opérations militaires va évoluer. Et donc, le vrai sujet, c'est la commodisation du renseignement. C'est exactement ce que je vous avais dit pour une précédente actualité. Commodité vs usage. Et ben, on est pas mal, hein. J'avance bien. Autre actualité. Les premières entreprises milliardaires Barty, grâce à l'IA, génèrent 800 faux médecins. Et ben voilà, ça y est, c'était sûr. Ça devait arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que des startups comme Mediv, pour gagner le plus vite possible de l'argent, lancent des démonstrations et déjà ça déraille. Donc une enquête reliée par Numérama de Lise Impératrice le 3 avril à partir d'un article du New York Times met en lumière une startup américaine, Medvi, fondée en 2024 avec 20 000 dollars et aujourd'hui génère en 2025 un chiffre d'affaires de 401 millions de dollars. Projection en 2026, 1,8 milliard. Alors, particularité des entreprises First AI, quasiment aucun salarié, fonctionnement massif automatisé par l'IA, marketing généré automatiquement, service client automatisé, acquisition pilotée par l'IA,
visuels et contenus funnels par l'IA, mais la polémique, c'est une suspicion d'un réseau de 800 faux médecins dans les pubs Facebook. En gros, qu'est-ce qui se passe? Cette startup MedV a créé un système d'affiliation avec peu de contrôle, possibilité de diffusion du contenu trompeur et témoignages d'acceptation de profils médicaux incohérents. Les régulateurs américains surveillent déjà ce type de modèle, ils lui ont déjà tapé sur les doigts a priori. Et donc, l'idée, c'est qu'on pourrait se faire à travers cet article, c'est que c'est une startup qui va trop vite et qui dérape et qui cadre mal son IA, alors que pas du tout. C'est plutôt attention aux dérives de l'IA dans la santé. D'accord? Ça va être le véritable sujet. C'est pour ça que je voulais parler de cet article. En gros, qu'est-ce qui se passe? Medvi n'est pas une anomalie, c'est un prototype. D'accord? C'est quoi le principe? Le prototype de cette startup, c'est une entreprise ultra légère, plus IA, plus marketing automatisé, plus distribution massive. Il n'y a pas de structure interne solide. D'accord? C'est vraiment l'élément déterminant pour définir ce type de structure. On assiste à la naissance d'une entreprise sans corps, pas d'équipe, pas d'infrastructure lourde, pas de process humain, etc., avec une acquisition massive, beaucoup de conversions clients et beaucoup de revenus. D'accord? Elle existe uniquement, presque uniquement, comme un système automatisé. Donc finalement, le vrai moteur, ce n'est pas l'IA, c'est le marketing automatisé. D'accord? Donc faites très attention aux articles de presse trompeurs qui affichent, je vais vous mettre en plus gros, qui affichent des articles comme ça avec des faux comptes, etc. Alors que c'est bien plus profond que ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'IA a industrialisé l'acquisition, mais pas la valeur. D'accord? Le modèle économique repose donc sur la zone grise. À travers ces 800 comptes de médecins, ça a dilué la responsabilité. Personne n'est vraiment responsable, mais tout le monde participe à ce système un peu comme une pyramide de Ponzi, avec des affiliés qui produisent des pubs, des plateformes qui encaissent de l'argent et de l'IA qui est générée à l'échelle. D'accord? Donc, l'IA a permis de scaler sans scaler la qualité. Donc, elle a permis de scaler le marketing sans scaler la qualité. Donc, on rentre bien dans des aires d'entreprises fantômes performantes. Et là, vous allez voir que la bulle IA va péter à cause de ça, parce que Mediv coche toutes les cases, peu d'humains, forte croissance, automatisation massive, storytelling parfait à l'américaine, mais derrière, on va se retrouver avec de l'opacité, des fragilités, des dépendances au système. Des entreprises qui performent sans structure réelle, elles sont décorrélées du marché, et c'est pour ça que la bulle IA va péter. Donc, le problème n'est pas éthique, il est structurel. Toutes les entreprises qui génèrent des faux témoignages ou qui créent des agents IA pour répondre à leurs propres commentaires, etc., ces entreprises-là, IA plus marketing plus affiliation, vont vraiment avoir une vague ascendante pendant encore quelques mois, quelques années, mais après, ça va péter. Soit les réseaux sociaux vont mourir, soit ils vont s'adapter. Mais en tout cas, l'exemple de Mediv, c'est pas une dérive, c'est un aperçu du futur. L'idée, c'est que peut-on créer vite et peut-on créer massivement avec de l'IA pour automatiser le marketing, pour créer un maximum de valeur perçue, pour prendre un maximum d'argent au lieu de créer de la valeur réelle. Donc, suite au prochain épisode, on verra ce que ça donne dans le temps. On verra d'ailleurs si cette startup est retoquée par les pouvoirs américains. Maintenant, petit article d'une source qui m'a fait rire, en fait, c'est Top Santé. Donc, Top Santé, on parle souvent d'IA comme un outil qui fait gagner du temps, mais dans la santé, elle est en train de faire autre chose. Elle est en train de tout révolutionner. Elle est en train d'anticiper des maladies avant même qu'elles n'existent visiblement sur le corps humain. Et ça, c'est une rupture beaucoup plus profonde. Alors, pour la petite histoire, dans cet article, il faut bien comprendre une chose. Pourquoi déjà l'IA, elle est meilleure avec des données de santé que pour créer du marketing? Et bien tout simplement que les données médicales sont les données qui sont les plus fiabilisées avec une manière de rédiger les articles médicaux, etc. Tout est normé dans les revues médicales. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont entraîné les agents IA, quand ils ont entraîné les intelligences artificielles génératives, on s'est retrouvé avec des données qui étaient propres, sourcées, étayées, avec des exemples, des contre-exemples, etc. Et donc, les données médicales ont fortement nourri ChatGPT, Gemini, Claude et Mistral. Et donc maintenant, dans cet article de Top Santé qu'on retrouve
Hop, dans cet article qu'on retrouve, qui a été rédigé par Catherine Cordonnier, on apprend que des chercheurs de l'université d'Aix-la-Chapelle en Allemagne ont développé une IA capable de prédire le risque de cancer du foie à partir des données simples déjà disponibles. Antécédents médicaux, résultats biologiques, données de santé classiques. Résultat, meilleure détection des patients à risque, moins de faux positifs, pas besoin de données complexes type génétique. Et donc, on est capable de diagnostiquer plutôt un cancer aujourd'hui, souvent détecté trop tard. Il faut savoir que le cancer du foie, euh, c'est pas très bon et on a du mal à survivre d'un cancer du foie. Donc finalement, super avancé, l'IA va améliorer le dépistage et sauver des vies. C'est vrai, mais c'est incomplet. Et là-dessus, j'aimerais vous partager mon analyse. Il faut comprendre quelque chose. Le sujet n'est pas le cancer du foie détecté par l'IA. Le sujet, c'est que l'IA transforme la médecine de réactivité. C'est que l'IA transforme la médecine réactive à probabiliste. D'accord? On quitte la médecine de symptômes pour entrer dans la médecine de risque. Tu es malade, on te diagnostique. Tu as des symptômes, on agit. Maintenant, tu es asymptomatique, mais l'IA dit que tu as un risque, que tu es à risque. Et donc, on agit avant même que la maladie soit visible. Le diagnostic devient une prédiction. C'est une rupture énorme. D'accord? Donc, l'idée, retenez bien ça. Tu es malade, on te diagnostique. Tu es asymptomatique, mais en fonction de toutes les données qu'on a sur toi, tu es à risque. Et ça, c'est important de comprendre ça. On passe donc de vous avez un cancer ou un début de cancer à vous avez une probabilité de développer un cancer. On met ça en place comme protocole. La valeur ne vient plus des données rares, mais elle vient des données banales. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Le coût médical devrait chuter. On n'a pas besoin de génétique, pas besoin d'imagerie lourde, pas besoin de technologies complexes. On a des données déjà présentes dans les dossiers médicaux des patients ou alors dans les appareils connectés. Là, c'est ma montre connectée. Il y a des informations. Je pourrais m'amuser à remplir mon application de santé de Apple avec les médicaments que je prends ou les vitamines que je prends. Et grâce à ça, je vais avoir des probabilités qui vont me permettre de dire à quel moment je risque d'avoir un cancer. Et donc, on devient donc des patients à risque algorithmique. Et c'est un énorme sujet parce que demain, tu n'es pas malade, mais tu es classé à risque. Conséquence, suivi médical anticipé, traitement préventif, stress psychologique limité et décision médicale basée sur des probabilités. Donc là, c'est intéressant et en même temps, c'est dangereux. On rentre toujours dans la logique de Black Mirror où, en fait, on donne accès à des données médicales. Ce sont des données sensibles et c'est en lien avec le RGPD. Donc, le système de santé n'est pas prêt pour ça. On a une explosion de nombre de patients à surveiller, que on a une probabilité d'être malade donc algorithmique. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre de plus en plus de rendez-vous chez le cardiologue, chez l'hématologue, etc. Ça va créer de la pression sur les médecins. Il va y avoir des arbitrages économiques qui suivent jusqu'où? Est-ce qu'on diagnostique ou est-ce qu'on fait du préventif? Comment on fait le préventif? Déjà que la France, il n'y a pas assez de médecins en France. Donc, la gestion du risque à grande échelle ne peut pas marcher. Le vrai sujet qui porte la responsabilité d'une prédiction. Là aussi, c'est un deuxième sujet important. À qui fait-on confiance? Est-ce qu'on fait confiance à un humain, à un médecin, ou est-ce qu'on fait confiance à une intelligence artificielle? Vous avez un risque élevé, faut-il traiter, faut-il surveiller, faut-il l'ignorer? Qui va prendre la décision? Vous-même? L'IA? Le médecin qui vous suit? Qui est responsable si l'IA se trompe? Faux positif, anxiété plus examen inutile du coup. Faux négatif, diagnostic manqué préventif, la prédiction est fausse et donc perte de chance. Comment on va gérer ça? Sujet très intéressant à creuser à long terme et on verra ce que ça amènera pour l'amélioration de la santé en espérant que ça augmente l'espérance de vie avec une qualité de vie de meilleure. Tac. Nouveau sujet. Alors là, je me tire une balle de pied tout seul. Enfin, je me tire une balle dans le pied tout seul parce que là, l'IA à chaque avancée, on a toujours la même remarque. Si l'IA avance tellement vite, elle va nous remplacer, etc. Ou elle pourrait tous nous tuer quand on est dans la logique de Terminator. Mais et là, je suis vraiment dans le mal parce que pour épeler leurs noms et prénoms, ça va être l'enfer. Eliezer Hutkovisk et Nate Sarrett, cavalier de l'apocalypse de l'IA, s'alarme du risque d'extinction de l'espèce humaine. Donc là, c'est le podcast 12, épisode 12 sur 12
puis dans le monde. La vraie question, est-ce que c'est vrai? C'est pas juste, d'accord? L'IA, pour l'instant, on va pas se faire tirer dessus par des Terminators. En tout cas, j'espère que le James Cameron, notre plus grand cinéaste de science-fiction, n'a pas prédit quelque chose qui va se réaliser, mais en tout cas, la vraie question à se poser, c'est pourquoi ce discours revient systématiquement, pourquoi il prend aujourd'hui autant de place, d'accord? Pourquoi on a autant peur de l'IA? Donc l'article il date du 5 avril, consacré au gourou de l'IA, qui est figure de la Machine Intelligence Research Institute, d'accord? C'est le MIRI, d'accord? Machine Intelligence Research Institute. Leur position est claire. Si une super intelligence est créée sans alignement avec les valeurs humaines, elle pourrait conduire à l'extinction humaine. Bienvenue dans le monde de Terminator. Et donc, leur pensée repose notamment sur deux concepts clés. Orthogonalité, intelligence est différente de bienveillance. D'ailleurs, petite anecdote, quand je fais ma veille, à chaque fois qu'en laboratoire, ils travaillent sur des intelligences artificielles, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que l'IA, elle préfère killer l'humanité, utiliser la bombe nucléaire virtuelle. D'accord? En données d'entraînement, l'IA fait ça systématiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'orthogonalité. Intelligence est différente de la bienveillance. Si pour être bienveillant pour la planète et la propre survie de l'IA, il faut tuer l'humanité, elle le fera. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi la convergence instrumentale. Une IA très puissante poursuit ses objectifs, même si ça nuit aux humains. Et donc là, pour ceux qui lisent de la science-fiction, les 3 lois de la robotique d'Asimov, est-ce qu'on va être capable de l'intégrer dans les intelligences artificielles? Est-ce qu'on va être capable de cadrer ça pour que jamais, au grand jamais, elles tirent avec des armes? Ça rejoint la préoccupation qu'on a. Le Pentagone assigne des contrats avec des sociétés d'intelligence artificielle pour doper leurs armes avec de l'IA. Ça, c'est interdit par l'IA Act. Et je vous rappelle que l'Europe fait déjà machine arrière à cause de l'IA Act. Pourquoi? Parce que si le reste de l'humanité avance sur l'IA et met de l'IA partout, si l'Europe le fait pas, eh ben on est voué à disparaître. Donc, dans cet article que je vous remets un petit peu, les experts s'alarment d'un risque existentiel de l'IA avec deux camps, les alarmistes, en gros ceux qui sont sérieux, et les sceptiques, c'est de la science-fiction. Mais pour moi, le débat est mal posé, d'accord? Ce que personne ne voit, le sujet, ce n'est pas l'extinction, le sujet, c'est que on est en train de construire des systèmes dont on ne maîtrise déjà pas complètement le comportement. Le discours apocalyptique est une simplification d'un vrai problème. Le raisonnement de l'extrême, c'est si superintelligence égale perte de contrôle pour l'humanité, si perte de contrôle pour l'humanité égale extinction à long terme. Et ça, c'est vraiment intéressant de penser comme ça. Derrière cette version extrême, il y a un vrai point. Le problème d'alignement existe déjà à petite échelle. L'IA est capable d'halluciner des comportements imprévus, détournement d'usage, optimisation de mauvais objectifs. Aujourd'hui, c'est bénin, mais la logique est la même. Et c'est ce qu'on voit avec OpenClaw. OpenClaw est capable de se connecter à votre ordinateur, il est capable de se connecter à votre carte bancaire et à votre domotique, et il a décidé, il y a déjà des articles qui sortent, l'IA a décidé de faire des achats sans le consentement de l'utilisateur. Donc, vous voyez bien qu'on a des détournements d'usage avec des comportements imprévus, voire des hallucinations. Et ça, le vrai sujet, c'est comment des systèmes orientés objectifs sans compréhension du contexte vont pouvoir travailler sous la supervision humaine. Finalement, c'est ça le vrai problème. L'IA ne comprend pas comment un humain fonctionne, elle essaie d'optimiser sa tâche et son objectif au quotidien. Donc, si on lui donne un objectif, elle peut trouver des moyens inattendus, voire parfois dangereux pour l'atteindre, puisqu'elle n'a pas la conscience et la forme d'intelligence humaine. Exemple simple, optimiser un KPI, donc une donnée, par exemple, sur financière, elle va dégrader l'expérience réelle. Si pour augmenter la rentabilité de l'entreprise, je dois optimiser la KPI du panier moyen, et ben qu'est-ce que va se passer? L'IA, sans compréhension de l'intelligence humaine, va augmenter le prix, va peut-être voir fois 1000 du jour au lendemain, comme ça. Et donc, ça dégrade l'expérience réelle pour des humains. Au contraire, un autre exemple, si on automatise, ça peut créer des effets pervers, comme par exemple les gens qui automatisent leur messagerie sur LinkedIn avec une IA qui analyse la réponse de la personne qui prospecte sur Internet, et donc elle va automatiser la réponse, elle va tourner en boucle.
Et ça crée des effets pervers. À grande échelle, ça devient un problème systémique. Et vous allez voir que ce problème systémique va poser un vrai problème sur la relation au travail et le faire ensemble. Donc, l'erreur du débat public, c'est de se focaliser sur la super intelligence, pour le coup. Euh, et donc, le débat est toujours projeté vers un futur lointain, des mécaniques omniscientes et des scénarios extrêmes. Je vous rappelle qu'elle est beaucoup basée sur la science-fiction. On a été biberonné comme ça depuis les années 40, les années 50, notamment avec Asimov. Et donc, il faut vraiment se poser la bonne question selon moi. Et le vrai sujet selon moi, c'est que l'IA est déjà utilisée dans des systèmes critiques sans cadre solide. On va la retrouver dans la santé, le sujet juste avant, la finance. Il y a de plus en plus d'algorithmes qui analysent la bourse et qui font des opérations massives. Et donc, la bourse fait que chuter d'un coup, on ne sait pas pourquoi. On va la retrouver dans l'armée. Le Pentagone a signé un contrat avec OpenAI pour intégrer l'IA dans les armes. Dans le recrutement, l'IA va traiter énormément de CV et maintenant, il y a des gens qui se forment pour bien faire le CV, pour pas qu'elle corresponde aux besoins de lui-même, mais qu'elle corresponde aux besoins de l'IA. Et ça pose un problème. Et l'information. Déjà qu'on est dans un monde où il y a énormément de propagande et un flux d'informations constant. Alors que si on rajoute de l'IA en autonomie, eh ben on n'a pas fini. L'humain n'aura jamais le temps de traiter l'information. Donc, le discours doomer joue un rôle stratégique. Ça, c'est rarement dit. En gros, ce type de discours de doomer, en gros, c'est d'attirer l'attention, influencer la régulation, orienter les investissements et structurer le débat public. C'est pas juste scientifique, c'est aussi politique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de propagande américaine. Vous vous rappelez, pendant les 3 dernières années, c'était l'IA va remplacer l'humain. C'est totalement faux. C'est une fausse croyance. Et en fait, c'est tous les éditeurs de logiciels et de puces d'intelligence artificielle qui poussent ça pour créer un effet doomer. Donc, le vrai risque, ce n'est pas l'extinction humaine, mais c'est la perte progressive de contrôle. C'est beaucoup moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus problématique et préoccupant à long terme. Ce qu'on observe déjà, c'est une dépendance au système, une automatisation des décisions, une opacité des modèles et une dilution de réponses, de responsabilité. Le risque réel, c'est un système que personne ne maîtrise vraiment, mais que tout le monde utilise. On retrouve exactement les mêmes signaux dans les autres actus, OpenClaw, Medivh, Friend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sujet à suivre, en tout cas passionnant et intéressant. Hop, on supprime. Ajouter à la scène. Et si je vous parlais d'un sujet qui devrait vous plaire, on pense que l'IA va remplacer les commerciaux, mais en réalité, elle est en train de faire autre chose. Elle redéfinit ce que c'est une bonne opportunité. Dans cet article de Challenge, la startup française Sillage, fondée par Arnaud Weiss et Arthur Coudieu, propose un outil IA pour les équipes commerciales B2B. Le principe est simple, c'est d'analyser en continu des sources publiques, réseaux sociaux, signaux business, etc., pour détecter les levées de fonds, les recrutements, les changements de direction, les lancements de produits et les mouvements stratégiques. Et ensuite, elle envoie des alertes personnalisées aux commerciaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, cette startup va être capable d'enrichir votre base de données de prospection et elle va être capable de contacter la bonne personne au bon moment dans le bon contexte. En gros, c'est quoi? C'est un agent IA personnalisé avec un abonnement entre 500 et 10 000 euros par mois, avec une ambition de 3 millions d'euros de CA en 2026. Et donc, la capacité d'envoyer des alertes personnalisées et de faire de l'enrichissement en cascade incité par cet agent IA Sillage va changer la prospection et va la rendre de plus en plus intelligente, avec un meilleur ciblage, moins de spam, plus de conversations. Le problème, c'est que personne ne voit, c'est que le timing devient plus important que le message. Retenez bien ça. Dans l'acquisition, le timing devient plus important que le message. On passe donc de la prospection de masse à prospection contextuelle. On va lister les leads, séquencer les emails avec ou sans IA. Ça c'était avant. On listait les leads, on faisait des séquences d'emails et on générait du volume. Maintenant, on fait de la détection des signaux faibles. S'ils recrutent, c'est qu'ils ont un besoin probable. S'ils lèvent de l'argent, c'est qu'ils ont du budget disponible. S'ils changent de dirigeant, c'est qu'il y a une ouverture vers de nouvelles solutions. L'IA ne génère pas le message, elle détecte le moment opportun pour faire de l'acquisition et converser avec la bonne personne. La valeur se déplace du discours vers l'information de qualité.
on entre dans une logique de surveillance commerciale de marché. Et là, Sillage, comme d'autres outils, transforme le marché en flux de signaux exploitables. Entreprise monitorisée en continu, comportement analysé, intention inférée. Le marché devient lisible en temps réel à travers LinkedIn, Google, etc. En fait, on va surveiller tous les signaux faibles. Le risque, c'est une homogénéisation totale des approches. C'est un peu comme la mode des lives, la mode du cold call, la mode de la newsletter. En fait, tout le monde vit les mêmes signaux au même moment, tout le monde contacte au même moment et tout le monde reçoit des messages similaires. L'avantage disparaît rapidement, d'accord? Donc, ça peut être un effet de hype pendant 2026-2027, mais pas plus loin. Du coup, le vrai gagnant ne sera pas celui qui détecte, mais celui qui interprète. Ça va être la clé. La capacité d'analyser ces signaux faibles et de les exploiter. Donc, détecter un signal, ça va devenir une commodité. Par contre, l'interpréter correctement va devenir un avantage. Lever des fonds, est-ce une opportunité ou une phase de structuration interne? Le recrutement, est-ce un besoin ou une réorganisation? Du coup, l'IA va vous donner des indices, mais la stratégie va rester humaine. On voit donc apparaître une nouvelle couche dans l'organisation commerciale. Avec Sillage, par exemple, tu ajoutes une couche d'intelligence de marché automatisé entre marketing, vente et la data. Et ça change totalement la structure de comment on va penser le SDR à froid. Plus de commerciaux avec des opportunistes et des contextuels. Ça va avec ça? On est pas mal, hein? Donc pour conclure quand même, je vais quand même faire une petite conclusion. Sillage, si vraiment ils y arrivent à faire ça, ils vont être très forts. C'est de reconnaître les moments où quelqu'un est déjà en train de devenir client. Ça va être la bascule énorme. D'accord? Ça, c'est le futur de la vente. Le futur commercial, c'est celui qui envoie le plus de messages. D'accord? C'est pas celui-là. D'accord? Ce n'est pas celui qui écrit le meilleur script non plus. Ça va être celui qui arrive au bon moment avec la bonne lecture de la situation de l'entreprise pour proposer les services. Donc, on est bien dans une logique de besoin et d'objectif pour celle-ci. Allez hop, petite actu de BFM Business. Selon BFM Business, du 3 avril 2026, le géant américain Oracle a licencié plus de 30 000 employés, environ 18% de ses effectifs. Ce qui rend l'addition marquante, c'est parce que les revenus sont en hausse, les résultats sont qualifiés d'exceptionnels, mais les investissements massifs dans l'IA, data center et infrastructure coûtent une fortune. La dette est importante et la pression concurrentielle Microsoft, Meta, etc. sont aussi importants. Des tests d'agents IA capables de remplacer certaines tâches d'ingénierie ont été probants. Alors, il faut quand même revenir sur un sujet important. Alors là, je suis pas très expert là-dessus, je vais avoir du mal à m'exprimer, mais j'essaie de vous apporter le maximum de valeur. En gros, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pendant le Covid, le dollar coûtait que dalle. D'accord? Vraiment, ça coûtait que dalle. Toutes les entreprises, Meta, Oracle, Microsoft, etc., ils ont embauché des centaines de milliers de personnes, d'ingénieurs, de responsables, de commerciaux, parce que le coût du dollar et de l'endettement coûtait que dalle. Depuis la guerre de Gaza, depuis la guerre de l'Iran, en fait, le coût du dollar est en train d'augmenter et donc la dette coûte cher. D'accord? Et donc, à partir de là, la bonne fausse excuse, c'est de dire que l'IA remplace les humains et donc on licencie des employés. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux. D'accord? La lecture immédiate, l'IA détruit des emplois, c'est pas ça. D'accord? Ou alors, il y a une autre lecture qui est aussi de dire que les grandes entreprises sacrifient leurs salariés pour l'IA. Ça, c'est vrai, mais c'est incomplet. Le sujet n'est pas les licenciements. Le vrai sujet, c'est que les entreprises sont en train de réallouer leur masse salariale vers de la puissance de calcul. Et ça, faut vraiment le comprendre. C'est pour ça que les Américains vont être encore devant les Français, pendant que nous, on essaie de compenser les problématiques stratégiques par de l'embauche qui coûte cher d'ailleurs. Les entreprises américaines sont en train de réallouer leur masse salariale vers de la puissance de calcul. On entre donc dans une logique de capital vs travail version IA. Avant, il fallait investir pour recruter des salariés. Pour créer de la croissance, il fallait plus d'humains pour exécuter plus. Maintenant, c'est investir pour construire des data centers. Et donc, du coup, la croissance va venir par plus de compute.
par plus d'exécution par IA au service du noyau dur qui va rester humain. Donc l'arbitrage devient salarié vs infrastructure IA. La plateforme ne protège plus l'emploi, c'est probablement le point le plus brutal. Ok. Oracle préfère la performance, générer des revenus et la rentabilité. Pourtant, il licencie massivement. C'est tout simplement parce que la sécurité de l'emploi n'est plus liée à la performance de l'entreprise, mais elle est liée à la stratégie technologique. Et ça, c'est vraiment la grande différence entre les États-Unis et la France. En France, c'est compliqué de licencier, à juste titre ou à tort, hein, peu importe. En tout cas, le coût du travail a un impact direct sur les charges fixes et les charges d'exploitation de l'entreprise. Alors qu'aux États-Unis, ils ne calculent qu'en croissance. Pourquoi? Parce qu'ils sont très capitalistes, pardon. Et donc, du coup, ils vont aller chercher de la croissance à travers des agents IA. Et donc, on arrive à un exemple qui est cité, les agents IA sur l'administration des bases de données est meilleur que les humains. Donc, remplacement partiel, restructuration globale. Le vrai sujet, c'est la transformation du modèle d'entreprise. Avant, une entreprise, c'était une organisation humaine. Maintenant, une entreprise, c'est une combinaison d'humains, plus d'IA, plus d'infrastructures. Et la question devient, quelle est la bonne proportion entre humains, IA et infrastructure? Ce n'est pas un cas isolé, c'est un pattern. On retrouve partout. Microsoft, Meta, Intel, tous licencient, investissent massivement dans l'IA. Et donc, ce n'est pas une dérive, c'est une stratégie industrielle globale. Le vrai choc, ce n'est pas le licenciement, c'est une entreprise qui veut aller plus loin, bien, mais elle est contrainte de supprimer des milliers d'emplois. Parce que la priorité n'est pas l'humain, aux États-Unis en tout cas, la priorité, c'est la capacité technologique. Donc, en conclusion, retenez bien ça. Oracle ne licencie pas parce qu'elle est en difficulté, elle licencie parce qu'elle transforme son modèle d'organisation et son modèle d'entreprise. L'IA n'est pas juste un outil de productivité, ça devient une nouvelle base économique pour les entreprises américaines. Et je pense que les Français, nous, on est très en retard par rapport à ce nouveau système, à ce nouveau paradigme du travail et de l'organisation. Et justement, pour finir, je vais vous présenter le dernier sujet. Donc, on a fait 10 sujets déjà. Je suis super content de moi. Je suis quasiment pile à 1 heure. Donc, on est pas mal 10 sujets en 1 heure. Je vais aller un peu plus loin. Là, c'est un article sur l'industrie sud-coréenne qui a peur d'être remplacée par les robots. OK? Hop, je vais mettre ça comme ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On se retrouve avec des robots humanoïdes qui arrivent dans les usines en Corée du Sud. Et cette fois-ci, elles ne sont pas là pour les assister, mais elles sont là pour les remplacer. Dans l'article de West France du 5 avril, on apprend que Hyundai prévoit de déployer des robots humanoïdes Atlas de Boston Dynamics dans les usines. Objectif, produire jusqu'à 500 000 véhicules par an, fabriquer plus de 30 000 robots par an, automatiser massivement la production. Les syndicats majoritaires, pas un seul robot sans accord. La Corée du Sud, c'est la plus forte densité de robots au monde, avec 1220 robots pour 10 000 habitants. L'automatisation est déjà très avancée. Et donc, en gros, l'interprétation dominante, c'est que les robots vont remplacer les ouvriers. Donc, peur sociale, donc tension syndicale, donc débat emploi vs technologie. Le sujet ne sont pas les robots, le sujet, c'est l'automatisation c'est l'automatisation qui entre dans cette phase finale. Le remplacement des tâches physiques est complexe. Là, ça va être le vrai change gamer si on est capable d'avoir des robots qui font des tâches complexes. Donc, je vous mets le comparatif avec Tesla. Tesla, sa vraie puissance, c'est sa capacité à créer des chaînes de production pour créer des véhicules Tesla, avec des robots et des chaînes incroyablement développées. Là, si on arrive à mettre en place des robots humanoïdes, ça change totalement. En gros, on va passer de la machine spécialisée aux robots généralistes. Avant, il fallait des robots industriels avec des tâches répétitives, ok, bouger le véhicule, peindre le véhicule, etc., avec des chaînes de logistique fixes et des gestes simples. Maintenant, si on arrive à créer des robots humanoïdes plus IA, elles vont être capables de s'adapter, d'être mobiles et capables d'interagir dans un environnement complexe. Et ça, c'est la vraie guerre derrière l'IA. L'IA plus l'humanoïde. Donc, elles peuvent remplacer les humains dans beaucoup plus de situations que simplement l'IA générative ou les agents IA. Et le vrai moteur, ce n'est pas la technologie, mais ça va être l'économie. D'accord?
Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, un robot coûte en moyenne 115 000 euros. Il est amorti en 2 ans. Pas de poste, pas de salaire, pas de conflit. Le calcul est simple. Le robot devient plus rentable qu'un humain. Je le dis pas pour moi, pas pour la France. Hein. Je le dis parce que Elon Musk de Tesla a ça en tête, que toutes les sociétés comme Boston Dynamics et toutes les sociétés qui font de la robotique ont ça en tête. Le robot devient donc plus rentable qu'un être humain. Et ça va être un vrai problème. Hein. C'est pas une rupture soudaine, ça va être une accélération. Je vous rappelle qu'on a une courbe qui est en train d'être ascendante et qui accélère. La Corée du Sud est déjà ultra robotisée, habituée à l'automatisation, mais ce qui change vraiment, c'est qu'on passe d'une automatisation partielle à une automatisation quasi complète possible, surtout avec des robots mobiles qui se déplacent. Le vrai facteur clé, c'est que la démographie, en Corée du Sud, la baisse de la natalité, ça fait que baisser, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et donc, il y a de moins en moins de main-d'œuvre, besoin de maintenir la productivité, pression pour automatiser. Et donc, l'IA, les robots, ne remplacent pas seulement le travail, elles compensent aussi la pénurie structurelle d'humains. Et ça, c'est un vrai problème, c'est un paradoxe, parce que à la fois, ça détruit une civilisation et ça détruit une manière de travailler, et en même temps, ça crée une nouvelle manière de penser le travail. Donc, on va se retrouver avec des baisses d'emplois industriels, mais aussi une hausse des emplois non automatisables. Le travail ne disparaît pas, il se déplace, il se transforme. Pas pour les mêmes personnes, mais pas aux mêmes conditions. Et ça va être un vrai problème. Le vrai conflit n'est pas technologique, il va devenir politique. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Hein. On pense que l'IA, c'est la technologie qui remplace l'humain, alors que la réalité, c'est que les entreprises choisissent de remplacer l'humain quand la technologie le permet. Et c'est pas tout à fait la même approche. On est dans une approche beaucoup plus capitaliste. Je vous présente, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais que l'IA faisait de l'automatisation cognitive sur du médical, sur du commercial ou sur de l'ingénierie, comme Medivy, Sillage et Oracle. Là, on est plutôt sur les travailleurs très opérationnels, robots plus IA, c'est l'automatisation physique. Et les deux convergent vers la même chose, une entreprise de moins en moins humaine dans son exécution. Donc, ça va devenir un vrai enjeu société et sociétal, jusqu'où on décide de garder de l'humain et pourquoi. Parce que techniquement, de plus en plus de choses deviennent remplaçables. Ce n'est qu'une question de décennies maintenant. Eh ben, c'est la première fois que je fais un live. Je fais 1h02 et 35 secondes. On est vraiment bien. J'espère que vous, les geeks, ça vous a plu. Et je vais m'amuser à faire ça toutes les semaines. Ça va me permettre de faire ma veille. Et je pense que je vais pousser ça progressivement. Il y aura décryptage éducation IA sur l'actualité comme je viens de faire aujourd'hui et un décryptage de l'éducation IA sur les nouveautés des IA et des agents IA comme Claude, comme Gemini, comme OpenClaw, etc. Parce que je suis en train de me mettre là-dessus de manière progressive. J'espère que ça vous a plu et je vous dis bonne soirée. Ciao. Maîtriser l'IA dans son business, c'est comme gravir une montagne. C'est une aventure pleine de défis, mais surtout plein de perspectives. Beaucoup d'entrepreneurs veulent intégrer l'IA dans l'entreprise. Entre la complexité des outils, le manque de temps et de stratégie, ils finissent souvent par abandonner. Et pourtant, l'IA est déjà en train de changer les règles du jeu. Maîtriser l'IA pour une entreprise, ce n'est plus un luxe, c'est devenu un levier de compétitivité et de performance. Le vrai défi pour une entreprise, c'est de trouver la bonne formation. Pas théorique, mais qui contribue à votre culture et votre stratégie d'entreprise. C'est exactement ce que fait Éducation IA. On ne vous vend pas des outils comme ChatGPT, Gemini ou Mistral, mais une trajectoire claire, structurée et durable. Que ce soit en présentiel, en distanciel ou en e-learning, on vous forme à savoir converser avec l'IA pour qu'elle devienne un vrai partenaire stratégique. Bref, on s'adapte à votre rythme et à vos besoins. L'IA, ce n'est pas une mode, c'est un tournant que vous pouvez prendre dès maintenant. Alors passez à l'action, formez-vous et transformez votre entreprise.